Mes points de suture étaient encore frais de ma césarienne lorsque mon mari a jeté un billet de 20 $ à mes pieds. Il m'a dit de prendre le bus sous la pluie battante, tout cela pour protéger les sièges en cuir de son SUV de luxe. Les rires qu'il partage dans ce restaurant chic seront bientôt payés par des larmes de sang. Avant que cette histoire ne commence, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à grandir et à vous proposer des histoires encore plus captivantes. Le vent de fin d'après-midi dans le bas de Manhattan portait l'odeur de l'asphalte mouillé, signe qu'une forte averse était sur le point de détremper la ville qui ne dort jamais. Mais la fraîcheur de l'air n'était rien comparée au froid qui se propageait dans tout mon corps. Je me tenais immobile dans la zone de ramassage de l'hôpital, serrant un épais paquet de couvertures contenant mon minuscule bébé de 3 jours. Une douleur vive me brûlait encore le bas de l'abdomen. Les points de suture de ma césarienne, pas encore totalement cicatrisés, semblaient hurler leur protestation chaque fois que je déplaçais mon poids, ne serait-ce que d'1 pouce. J'avais l'impression que 1000 aiguilles me perçaient la peau, tirant sur la chair qui venait d'être recousue. Cela aurait dû être le moment le plus heureux de la vie d'une femme, rentrée à la maison avec son nouveau-né, accueillie par l'étreinte chaleureuse de son mari et les visages souriants de sa famille. Mais ma réalité était exactement le contraire. Je me tenais seul, accompagné seulement d'un grand sac de sport rempli de vêtements sales à mes pieds. L'infirmière qui m'avait sorti en fauteuil roulant était déjà rentrée après que j'eus insisté sur le fait que mon mari était juste au coin de la rue. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point ma vie était pathétique. Je ne voulais pas voir la pitié dans leurs yeux lorsqu'ils réaliseraient qu'aucun membre de ma famille n'avait été avec moi pendant cet accouchement où ma vie était en jeu. Mes yeux se sont éclairés un instant lorsque j'ai vu un Cadillac Escalade noir rutilant s'engager dans l'allée. C'était la voiture de mon mari, celle qu'il avait achetée il y a 6 mois, affirmant qu'elle était nécessaire pour maintenir son image de PDG de sa start-up technologique. Mon cœur s'est un peu apaisé. Au moins, il était venu. Au moins, il s'était souvenu que notre fils et moi sortions aujourd'hui. J'ai essayé de sourire, luttant contre la douleur dans mon ventre, prête à l'accueillir. Je l'imaginais sortir, courir vers moi, prendre le lourd sac de sport et me guider dans le véhicule frais et confortable. Le SUV s'est arrêté juste devant moi. La vitre du passager avant s'est baissée lentement, mais ce n'est pas un regard d'inquiétude ou un sourire aimant que j'ai vu. C'était ma belle-mère, Sharon. Son visage affichait cette expression arrogante que je connaissais si bien. À l'arrière, je pouvais voir ma belle-sœur, Jessica, absorbée par son téléphone, ne jetant même pas un regard dans ma direction ou vers son neveu nouveau-né. Et sur le siège du conducteur, mon mari, Ethan, me fixait avec une expression plate, comme si j'étais une étrangère bloquant la circulation. Ethan n'est pas sorti de la voiture. Il n'a même pas coupé le moteur. Le ronronnement silencieux du véhicule de luxe contrastait violemment avec mon propre cœur, qui commençait à battre avec un sentiment d'effroi. « Ethan » ai-je appelé doucement, essayant de faire un pas de plus. « Dieu merci, tu es là. » Mes jambes tremblent et mes points de suture me font vraiment mal. Ethan m'a jeté un coup d'œil derrière ses lunettes de soleil de marque. Puis ses yeux se sont posés sur l'intérieur en cuir beige immaculé de sa voiture. Il a claqué de la langue, un geste qu'il faisait toujours quand il était agacé. « Tu espères monter ici avec ces vêtements minables » a-t-il demandé brusquement sans déverrouiller les portes. J'étais stupéfaite. J'ai regardé ma robe en coton simple mais propre. « Ethan, c'est une robe propre. C'est tout ce que j'ai apporté. S'il te plaît, ouvre la porte. Le bébé va attraper froid, ai-je supplié, la voix faible. Le bébé dans mes bras a commencé à s'agiter, sentant peut-être ma tension. Soudain, la voix aiguë de ma belle-mère a fendu l'air depuis le siège avant, faisant se retourner quelques personnes dans le hall pour nous regarder. « Honnêtement, Olivia, as-tu un cerveau dans la tête ? Regarde cette voiture. » Ethan vient de la faire nettoyer de fond en comble. Cela a coûté des centaines de dollars pour qu'elle soit si impeccable. Tu viens d'accoucher. Tu sens probablement l'antiseptique et le sang. Sans compter que si ce bébé régurgite ou a une fuite de couche, cela gâcherait ses sièges en cuir coûteux. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Mais Sharon, c'est votre petit-fils. C'est le fils d'Ethan. Êtes-vous en train de dire que nous ne pouvons même pas monter dans la voiture de son propre père ? Oh, épargne-nous le mélodrame, est intervenue ma belle-sœur depuis l'arrière, entr'ouvrant légèrement sa vitre. Nous sommes en route pour un dîner de célébration. Ethan vient de conclure une affaire énorme. Nous sommes tous sur notre 31 et nous sentons bon.
Si tu montes, tu vas donner une odeur de moisi à toute la voiture. C'est juste dégoûtant. Des larmes me sont montées aux yeux non pas à cause des hormones postpartum, mais à cause d'un profond chagrin qui m'a poignardé la poitrine. J'ai regardé mon mari, espérant qu'il nous défendrait. Espérant qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, que ce qu'un père et un mari devraient dire. Mais mon espoir a été brisé en 1 million de morceaux quand Ethan a mis la main dans la poche de sa chemise. Il en a sorti un billet de 20 $ froissé et l'a jeté par la fenêtre. Il a flotté dans le vent un instant avant d'atterrir dans une flaque d'eau de pluie sale près de mes pieds. « Tiens, prends ça », a dit mon mari froidement. « Prends juste le bus MTA pour rentrer. L'arrêt de bus est à quelques pas d'ici. C'est plus cassé pour le ticket. Tu auras même de la monnaie pour une part de pizza si tu as faim. » J'ai fixé l'argent sur le trottoir mouillé, puis le visage de l'homme que j'avais épousé il y a 2 ans. « Ethan, comment as-tu pu ? Je viens de subir une chirurgie. Je peux à peine marcher. Et tu veux que je porte notre bébé dans un bus de ville bondé pendant l'heure de pointe ? Arrête d'être si gâté, a lancé ma belle-mère. Les femmes d'autrefois retournaient au champ le lendemain de l'accouchement. Elles ne pleurnichaient pas et ne se plaignaient pas comme toi. Tu n'es qu'une parasite vivant au crochet de mon fils, causant constamment des problèmes. Sois reconnaissante qu'il te donne de l'argent pour le transport. Ne pousse pas ta chance. Allez, pars avant qu'il ne commence à pleuvoir à verse, a dit mon mari avec impatience. D'ailleurs, maman et Jess viennent dîner. La voiture est pleine. Il n'y a pas de place pour toi et tout ton fourbi. Mais je savais parfaitement que son Escalade avait 3 rangées de sièges. Il y avait plein de places vides à l'arrière, mais il était clair qu'il n'y avait pas de place pour moi dans leur cœur, et encore moins dans cette voiture. Ils ne me voyaient pas comme une épouse ou une belle-fille, mais comme un parasite à rejeter. Ethan, s'il te plaît. Ma voix tremblait, les larmes coulant maintenant sur mes joues. Ça fait tellement mal. Remonte la vitre, Ethan. Ça devient humide. La clim s'échappe, a ordonné ma belle-mère sans une once de compassion. Sans hésitation, mon mari a appuyé sur le bouton de la vitre électrique. Le verre teinté est remonté lentement, séparant mon monde gris et désolé de leur monde confortable et luxueux. Un instant plus tard, le SUV a démarré, me laissant là immobile. Ses pneus ont roulé dans la flaque, éclaboussant d'eau sale l'ourlet de ma robe. Tout ce que je pouvais faire était de fixer les feux arrière qui disparaissaient au loin, emportant avec eux le père de l'enfant que je tenais dans mes bras. Comme sur commande, le ciel a commencé à pleurer sur mon sort. Les gouttes de pluie ont commencé à tomber une à une, puis se sont transformées en un déluge torrentiel en quelques secondes. Les gens dans le hall se sont précipités pour s'abriter ou ont couru vers leur voiture en attente. Je suis sorti de ma stupeur. Je ne pouvais pas rester ici. Le garde de sécurité de l'hôpital finirait sûrement par me demander de circuler. Avec le peu de force qu'il me restait, je me suis penché douloureusement, étouffant un cri alors que les poings tiraient, pour ramasser le billet de 20 $ trempé. Ce n'était pas parce que j'avais besoin de l'argent. Ce billet n'avait aucune valeur pour moi. Mais je l'ai pris comme un témoin silencieux, comme une preuve du peu de valeur que j'avais à leurs yeux aujourd'hui. J'ai serré fermement le billet mouillé dans ma main droite. De mon bras gauche, j'ai serré mon bébé contre moi, le protégeant de la pluie avec le bord de mon gilet. Puis, à bout de souffle, j'ai saisi la poignée du grand sac de sport à côté de moi. Il était si lourd. Chaque pas que je faisais était une torture. Mon pied droit bougeait et une douleur lancinante traversait mon abdomen. Mon pied gauche bougeait et l'agonie se propageait dans mon dos. La distance jusqu'à l'arrêt de bus n'était que d'environ un quart de mille depuis la porte de l'hôpital, mais pour moi, cet après-midi-là, cela semblait être 1000 milles. La pluie redoublait d'intensité, trempant mon corps frêle. Je me fichais d'être trempé jusqu'aux os. Tout ce qui m'importait était de garder mon bébé au chaud. Les gens me croisaient en hâte avec des parapluies, me jetant des regards allant de la curiosité au dégoût, et certains avec pitié, bien qu'aucun ne m'ait proposé d'aide. Tout va bien, mon amour, ai-je chuchoté à mon petit, qui avait commencé à pleurer bruyamment à cause du froid et du bruit de la tempête. Ton père est un homme cruel, but je te promets que c'est la dernière fois que nous serons traités comme des moins que rien. Chaque pas que je faisais sur ce trottoir glissant était accompagné d'un vœu murmuré dans mon cœur. Il pensait que je n'étais qu'Olivia, une pauvre orpheline qui avait eu de la chance d'épouser Ethan, un jeune entrepreneur montant. Il n'avait aucune idée de qui j'étais réellement.
Il ne savait pas que la start-up technologique dont Ethan était si fier ne tenait la route que grâce à une injection massive et silencieuse de liquidité de la part de mon père. Il ne savait pas que l'escalade dans lequel il roulait, l'appartement de luxe dans lequel il vivait et le style de vie fastueux qu'ils affichaient étaient tous dus aux relations que j'avais fournies. J'étais restée silencieuse tout ce temps. J'avais caché mon identité de fille unique du propriétaire de Davenport Holdings, l'un des plus grands conglomérats immobiliers et miniers du pays. Tout cela parce que je voulais être aimée pour qui j'étais. Je voulais qu'Ethan m'aime en tant qu'Olivia, et non en tant qu'héritière d'une fortune de plusieurs milliards de dollars. Mais aujourd'hui, sous le torrent cruel d'une tempête new-yorkaise, mes yeux étaient grands ouverts. Cette sincérité n'a jamais existé. Il n'y avait que de l'avidité et de l'arrogance. J'ai traîné mes pieds sur les marches de la passerelle piétonne vers l'arrêt de bus. Ma respiration était saccadée et ma vue commençait à se brouiller. Je pouvais sentir les saignements postpartum augmenter à cause de l'effort physique, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne m'effondrerai pas ici. Je survivrai. Je rentrerai à la maison. Et après cela, je leur ferai payer chaque goutte de pluie qui a touché le visage de mon fils cet après-midi. Le bus transversal était plein à craquer. L'odeur de sueur, de parfums bon marché et de vêtements humides remplissait l'air, refroidi par la climatisation centrale poussée à fond. J'étais serré près de la porte, essayant désespérément de créer une petite poche d'espace au milieu de la cohue des banlieusards fatigués rentrant chez eux. Personne n'a proposé de siège prioritaire. Ceux-ci étaient déjà occupés par des gens faisant semblant de dormir ou fixant intensément leur téléphone, ignorant une femme trempée jusqu'aux os tenant un nouveau-né et grimaçant de douleur suite à une chirurgie récente. La douleur dans mon abdomen s'intensifiait chaque fois que le bus s'arrêtait brusquement ou tressautait sur un nid de poule. Mes jambes tremblaient violemment. J'avais l'impression que mes os ne pouvaient plus supporter mon poids. L'eau de pluie coulait de l'extrémité de mon gilet, formant une flaque sur le sol du bus, me faisant me sentir encore plus petite et pathétique. Heureusement, mon bébé s'était rendormi après que je l'eus brièvement allaité dans un coin de l'abribus, désormais protégé et au chaud à l'intérieur de ma fine veste. « Madame, vous pouvez vous asseoir ici. » Soudain, un vieil homme vêtu simplement s'est levé de son siège. Il portait un grand sac qu'il avait posé à ses pieds. Il avait l'air usé et loin d'être riche, mais son cœur était infiniment plus noble que celui de mon mari bien habillé. « Merci, monsieur. »« Merci beaucoup, » ai-je dit, la voix brisée alors que je luttais contre les larmes. Je me suis assise lentement, grimaçant lorsque mon dos a touché le siège en plastique dur. L'homme m'a adressé un sourire sincère et est allé se tenir près d'un poteau. Quelle ironie! Un étranger qui luttait probablement pour joindre les deux bouts avait plus de compassion que l'homme qui était censé m'aimer et me protéger. J'ai essayé de réguler ma respiration, reposant ma tête un instant contre la vitre embuée du bus. Dehors, les lumières des gratte-ciel de Manhattan commençaient à scintiller, leur éclat arrogant semblant se moquer de la pauvreté en bas. Ma main a cherché dans mon sac et a sorti mon smartphone. Son écran était fissuré dans un coin depuis que Jessica l'avait jeté lors d'une crise de colère parce que je n'avais pas rechargé son forfait de données le mois dernier. Une notification Instagram est apparue. Le compte de mon mari était en direct. Mon cœur a bondi. Je ne devrais pas regarder. Je devrais juste me concentrer sur mon retour à la maison, mais la douleur dans mon cœur avait besoin de validation. J'avais besoin de voir à quel point il pouvait être cruel pour que le moindre doute sur le fait de les détruire disparaisse complètement. Mon doigt tremblant a appuyé sur la notification. L'écran de mon téléphone s'est éclairé sur une scène qui était à l'opposé total de ma situation actuelle. Elle montrait l'intérieur d'un steakhouse haut de gamme de Soho, célèbre pour ses prix exorbitants. Des lustres en cristal pendaient du plafond. De la vapeur s'élevait d'un grill de table chargé de bœuf wagyu persillé grésillant, d'un assortiment de fruits de mer frais et de légumes biologiques. La caméra a pivoté vers mon mari, Ethan, qui riait aux éclats, tenant une pince de service. Son visage était rouge et brillant à cause de la chaleur et de sa propre joie. À côté de lui, ma belle-mère s'éventait après avoir pris une bouchée épicée, mais son visage rayonnait de triomphe. Jessica, ma belle-sœur, filmait, tournant de temps en temps la caméra vers elle-même. « Salut tout le monde. On est de retour avec l'expérience Ethan. » La voix perçante de Jessica est sortie de mon unique écouteur. Ce soir, on fête le dernier succès de mon grand frère Ethan. Le contrat est signé, l'argent coule à flot, alors on mange bien. Youpi. J'ai vu que le nombre de spectateurs était assez élevé, environ 300 personnes.
Ethan adorait cultiver une image de jeune entrepreneur à succès sur les réseaux sociaux, une image fausse et fragile. Ethan, t'es le meilleur de régaler tout le monde. Jessica a lu le commentaire d'un spectateur. Bien sûr qu'il l'est. Mon frère, c'est du sérieux, pas un imposteur. Elle fit une pause dramatique. Puis la caméra a pivoté vers ma belle-mère. Sharon, comment est le steak? Meilleur que la cuisine de ta belle-fille préférée à la maison. Ma belle-mère a laissé échapper un rire moqueur, la bouche encore pleine. Ah. Oh, Jess, ne compare même pas le bœuf wagyu japonais à 5 au ragoût fade d'Olivia. C'est comme comparer le ciel et la terre. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, je suis tellement contente qu'elle ne soit pas là. Elle plombe l'ambiance. Vous savez comment elle est, toujours lugubre, probablement mauvais pour les affaires. Maintenant qu'elle est partie, l'air semble plus frais et la nourriture a meilleur goût. Ma poitrine s'est serrée, non pas à cause de l'asthme, mais à cause d'une rage qui bouillait en moi. Il parlait de moi comme si j'étais une peste. Ethan est intervenu avec un petit rire. Et, maman, ne sois pas comme ça. J'ai un peu de peine pour elle. Elle est probablement en train de se faire tremper dans un bus en ce moment. Elle disait qu'elle voulait être indépendante. Eh bien, nous testons son indépendance. De toute façon, elle ne s'intègre pas dans notre cercle. Son style est tellement provincial. Elle ne sait pas comment se comporter quand je l'emmène voir des clients ou dans des endroits chics comme celui-ci. C'est juste embarrassant. C'est tellement vrai, Ethan, s'est exclamée Jessica. En plus, elle raconte toujours ces histoires comme quoi elle est la fille d'un type riche qui vit simplement. Quel délire, n'est-ce pas? Elle prétend que son père possède des mines ou je ne sais quoi, mais elle fait ses courses au rayon des promos chez Target. Quelle menteuse! Heureusement que mon frère est si patient avec sa femme inutile. C'est juste un joli visage, et même ça s'est probablement effacé sous la pluie maintenant. Ah! Mes larmes ont cessé de couler. Cette fois, elles ont séché instantanément, remplacées par un feu brûlant dans ma poitrine. Assez. J'avais été assez patiente. Je m'étais assez humiliée pour respecter un mari qui n'avait manifestement aucun respect pour lui-même. J'avais réprimé mon propre ego d'héritière unique pour un amour qui s'est avéré être une imposture totale. Ils m'ont traité de menteuse. Ils ont dit que je délirais. Très bien, j'allais leur montrer qui délirait vraiment. J'allais leur montrer qui vivait dans le mensonge. J'ai fermé l'application Instagram d'un coup sec. Mes mains, toujours tremblantes, ne tremblaient plus de tristesse, mais d'un courage alimenté par l'adrénaline. J'ai cherché un nom dans les contacts de mon téléphone, un nom que je n'avais pas appelé depuis 2 ans, respectant ma promesse faite à Ethan de vivre de manière indépendante. Monsieur Harrison, ai-je chuchoté en appuyant sur le bouton d'appel. Cela n'a sonné que 2 fois avant qu'une voix grave et autoritaire ne réponde. Mademoiselle Olivia. Mon Dieu, vous appelez enfin. Votre père et votre mère étaient morts d'inquiétude, surtout sachant que vous venez d'accoucher. Comment allez-vous, madame? Où êtes-vous? Je peux envoyer une voiture vous chercher immédiatement. J'ai pris une grande inspiration, retenant un sanglot pour que ma voix paraisse ferme. Monsieur Harrison, n'envoyez pas de voiture tout de suite. Je suis en route pour la maison de sécurité. J'ai besoin de votre aide immédiatement. C'est une urgence. Le ton de Monsieur Harrison a instantanément changé, devenant vif et sérieux. Il était le bras droit de mon père, la personne la plus digne de confiance, en charge de tous les actifs et affaires de notre famille. Dites-moi quoi faire, mademoiselle Olivia. Qui vous a causé des ennuis? J'ai regardé mon propre reflet pâle dans la vitre du bus. Je l'ai tout, Harrison, ai-je ordonné froidement. Je l'ai chaque actif que mon père a fourni à Ethan et à son entreprise sous mon nom. Les cartes de crédit supplémentaires qu'il détient, l'accès aux comptes d'entreprise financés par mon père, la voiture de fonction, l'appartement dont le bail est payé par le bureau de mon père, coupait tout. Maintenant. À la seconde même. Il y eut un moment de silence à l'autre bout, puis le bruit d'une saisie rapide sur un clavier. Compris, madame. Êtes-vous certaine? Cela aura un effet immédiat et catastrophique sur ses opérations commerciales sur Ethan. J'en suis certaine, Harrison, ai-je dit en insistant sur chaque mot. Et encore une chose, assurez-vous que chaque carte de débit et de crédit qu'il porte sur lui en ce moment soit complètement bloquée. Signalez-les comme perdues ou volées pour qu'elles ne puissent pas être approuvées manuellement par le commerçant.
Je veux qu'il vive une humiliation qu'il n'oubliera jamais pour le reste de sa vie. Considérez que c'est fait, madame. D'ici 2 minutes, tout accès financier pour Ethan Williams lié à Davenport Holdings sera complètement paralysé. Autre chose? C'est tout pour le moment. Merci. Je rappellerai quand je serai arrivé. J'ai raccroché. Les coins de ma bouche se sont étirés en un sourire amer et cynique. J'ai rouvert Instagram, mais cette fois-ci non pas pour regarder, mais pour être témoin du début de leur chute. Sur l'écran, Ethan venait de lever la main, faisant signe à un serveur pour l'addition. Son visage était toujours arrogant, plein de confiance en soi. Il a sorti son portefeuille en cuir et en a tiré une carte noire élégante, la carte dont il se vantait qu'il s'agissait de son Amex Centurion, obtenue grâce à son propre travail acharné. En réalité, c'était une carte supplémentaire liée à mon compte principal illimité. Très bien, tout le monde. C'est l'heure de payer, a dit Ethan à la caméra avec un sourire suffisant. Mangez autant que vous voulez. Ne regardez même pas les prix. Jessica a applaudi. Merci, grand frère. Le serveur est arrivé avec un terminal de paiement portable. Ethan a glissé nonchalamment la carte dans la fente. J'ai retenu mon souffle, comptant dans ma tête. 3, 2. 1. Sur le direct, l'expression du serveur a changé pour laisser place à de la confusion. Il a essayé de glisser la carte à nouveau, puis encore une fois. Le regard suffisant d'Ethan a commencé à vaciller. Quel est le problème? Votre machine est en panne, a demandé Ethan, la voix montant d'un ton. Je suis désolé, monsieur. La carte a été refusée, a répondu le serveur, assez fort pour être entendu sur le livestream. Quoi? C'est impossible. Réessayez. Elle a une limite de plusieurs millions, a lancé Ethan. J'ai laissé échapper un petit rire creux mais néanmoins satisfaisant. Savoure ton dessert, mon cher mari, pensais-je. Le bus dans lequel je me trouvais continuait son trajet sous la pluie, m'emportant loin d'un passé douloureux et vers un avenir où c'était moi qui avais le contrôle. Le jeu ne faisait que commencer. Le bruit de la pluie tambourinant sur le toit de l'abribus rivalisait avec le rugissement du moteur du bus qui s'éloignait. J'étais assise seule sur le banc en métal froid, serrant ma fine veste pour protéger mon bébé des éclaboussures. Mais mes yeux restaient rivés sur l'écran fissuré de mon téléphone. Là, sur ce petit écran, le véritable drame se jouait, une comédie tragique dont mon mari était la star. Sur le direct Instagram, l'atmosphère dans le prestigieux steakhouse de Soho était devenue tendue. Le large sourire satisfait qu'Ethan affichait en dévorant un steak tomahawk à un prix exorbitant s'effaçait. Le serveur, se tenant poliment près de leur table, tenait toujours le terminal, mais son expression devenait inquiète. « Je suis vraiment désolé, monsieur. » La voix du serveur était claire car Jessica, voulant capturer le moment d'un paiement prestigieux, avait rapproché le téléphone. La carte a été refusée. La transaction a été rejetée par la banque émettrice. Ethan a ri, mais c'était un son creux et forcé destiné à masquer son embarras devant la caméra et sa mère. Vous plaisantez. C'est une carte noire Centurion. Elle ne peut pas être refusée. Repassez-la. Le signal de votre machine est probablement faible à cause de la pluie. Bien sûr, monsieur. Je vais essayer une fois de plus, a dit le serveur patiemment. J'ai retenu mon souffle, mon cœur battant avec un étrange mélange de satisfaction et de douleur. Dans la section des commentaires du livestream, les abonnés d'Ethan commençaient à s'agiter. MD a refusé. Le PDG a oublié de payer sa facture, a écrit l'un d'eux. Soyons positifs, les gars. Peut-être que la puce est juste grâce à cause du steak, a ironisé un autre sur l'écran. Le serveur a de nouveau secoué la tête. Le voyant lumineux sur la machine a clignoté en rouge. C'est la même chose, monsieur. Ne pas honorer. Cette carte ne peut pas être utilisée. Le visage d'Ethan est devenu rouge pivoine. Les veines de son cou saillaient. Sa fierté démesurée était publiquement mise à l'épreuve. Il a fouillé brutalement dans son portefeuille en cuir de marque et a sorti 2 autres cartes, une Amex Platinum et une Visa Gold. Tenez, essayez l'une de celles-ci. L'une est de chez Chase, l'autre de Capital One. Elles ne peuvent pas toutes être en panne. Jessica filmait toujours, mais sa main commençait à trembler. Ethan, qu'est-ce qui se passe? C'est trop la honte devant tout le monde, a-t-elle chuchoté frénétiquement. Tais-toi, Jessica. Ça doit être une panne bancaire généralisée,
a aboyé Ethan. Le serveur a essayé la deuxième carte refusée. La troisième carte refusée. L'ambiance à la table est passée de l'agacement à la panique pure et simple. Ma belle-mère, Sharon, qui était occupée à se curer les dents, le foudroyait maintenant du regard. Elle a jeté sa serviette sur la table. « Ethan, qu'est-ce que cela signifie ? Ne t'avise pas de me mettre dans l'embarras. Nous ne pouvons même pas payer le dîner ? Tu as dit que ton affaire venait de rapporter des millions. Sois patiente, maman. Ça doit être une erreur technique, a dit Ethan, des perles de sueur perlant sur son front luisant. Il fixait le terminal de paiement comme s'il s'agissait d'un monstre prêt à le dévorer tout entier. Et, appelez votre responsable. Toutes vos machines sont de la camelote. Je veux payer avec mon argent. Pourquoi rendez-vous les choses si difficiles ? Le directeur du restaurant, un homme d'un certain âge dans un costume élégant, s'est approché de leur table. Je connaissais ce restaurant, c'était l'un des préférés de mon père pour recevoir des partenaires commerciaux internationaux. Leur standard de service était impeccable, et ils ne toléraient pas une scène qui dérangerait les autres clients. Bonsoir, monsieur. Y a-t-il un problème que je puisse aider à résoudre, a demandé le directeur, d'un ton calme mais ferme. Vos machines sont cassées, a accusé Ethan, sa voix montant d'un ton et faisant se retourner les clients des tables voisines. J'ai essayé 3 cartes différentes et elles ont toutes été refusées. Mon solde est assez élevé pour acheter ce restaurant tout entier. Le directeur a esquissé un sourire mince, poli mais glacial. Mes excuses, monsieur, mais nous venons de traiter des transactions pour les tables 12 et 8 avec cette même machine, et les deux sont passées sans problème. Si la machine affiche refusé ou contactez l'émetteur, le problème vient de la banque émettrice de votre carte, pas de notre équipement. Ethan était sans voix. Échec et mat. Jessica a rapidement coupé le direct. L'écran de mon téléphone s'est éteint, mais je n'avais plus besoin d'image. Je pouvais imaginer la suite avec une clarté parfaite, comme si j'étais assise sur la chaise vide à côté d'eux. J'ai rapidement ouvert mon application bancaire et vérifié le statut des cartes supplémentaires que détenait Ethan. Elles étaient toutes marquées en rouge, bloquées par le titulaire. J'ai souri, mais le spectacle n'était pas terminé. Je savais qu'Ethan portait rarement beaucoup d'argent liquide, il considérait cela comme démodé et sale. Leur note pour le wagyu, les truffes et le vin coûteux devaient s'élever à au moins 5 000 ou 6 000 $. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message de Monsieur Harrison. Il avait envoyé une photo. Apparemment, Monsieur Harrison avait des yeux et des oreilles partout, ou peut-être avait-il simplement piraté les caméras de sécurité du restaurant. Je ne m'en souciais pas. La photo montrait Ethan en train de se disputer avec le directeur, le visage pâle et désespéré. La photo suivante le montrait en train d'enlever la Rolex submarinée qu'il affichait toujours et de la remettre au directeur. Puis un texte de Monsieur Harrison est arrivé, votre mari a tenté d'utiliser sa montre comme garantie car toutes ses cartes de débit et de crédit sont hors service. Le directeur du restaurant a refusé. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi refuser ? Une Rolex valait des dizaines de milliers de dollars, bien plus que leur note de dîner. Le message suivant est arrivé, le directeur a reconnu que la montre était une contrefaçon de haute qualité. Ethan a été publiquement humilié pour avoir tenté de mettre en gage une fausse montre. Il a été contraint de laisser son permis de conduire et de signer une reconnaissance de dette. Un rire m'a échappé, un son mêlé de larmes. Pendant tout ce temps, Ethan m'avait rabaissé pour mes vêtements bon marché et mes sacs sans marque. Il affichait toujours cette montre comme un symbole de sa réussite. C'est un investissement, Liv. On juge le succès d'un homme à sa montre, avait-il l'habitude de dire. Il s'est avéré qu'il nous mentait à tous. La montre qu'il avait achetée avec l'allocation mensuelle que je lui donnais, celle dont il prétendait qu'elle valait le prix d'une voiture, n'était qu'une imitation. Le reste de l'argent avait dû passer dans ses dépenses somptuaires, ou peut-être pour une autre femme. Dans le bus, qui roulait de nouveau, j'ai serré mon fils plus fort. Tu vois, mon amour, ton père récolte ce qu'il a semé. Sa honte ne venait pas du fait de n'avoir pas d'argent, mais du fait que son masque de richesse ait été arraché en public. L'image d'Ethan suppliant, de Sharon cachant son visage avec son sac à main, et de Jessica faisant semblant de ne pas connaître son propre frère dansait dans ma tête. La pluie à l'extérieur s'est intensifiée comme si la nature elle-même lavait la façade de mensonges de cette famille. Mais ce n'était que le début. Les cartes de crédit désactivées n'étaient qu'une petite piqûre. La véritable tempête les attendait sur le chemin du retour.
J'ai appuyé ma tête contre la vitre vibrante du bus. La douleur postpartum dans mon abdomen était toujours atroce, mais la douleur dans mon cœur commençait lentement à guérir non pas avec des médicaments, mais en regardant la justice commencer à s'appliquer. Une justice rendue par ma propre main. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant leur trajet de retour, qui allait devenir un véritable enfer. L'atmosphère à l'intérieur du Cadillac Escalade serait tout sauf confortable malgré ses sièges en cuir moelleux et son climatiseur parfait. Grâce à l'application de suivi de véhicules connectés au système de sécurité de la famille Davenport, une fonctionnalité que mon père faisait installer secrètement dans chaque véhicule qu'il achetait, y compris celui qu'Ethan utilisait, je pouvais écouter en temps réel l'audio de l'intérieur de la voiture. C'était une fonction de sécurité prévue pour les cas d'enlèvement. Mais ce soir, c'était mon outil personnel pour écouter le monde de mon mari s'effondrer. Le bruit de la pluie battante et du tonnerre lointain était étouffé par l'insonorisation de la voiture de luxe, mais le vacarme à l'intérieur était bien plus fort et terrifiant. « Comment as-tu pu, Ethan ?» La voix de Sharon était un cri perçant, brisant le silence tendu. « Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Sais-tu qui était à la table d'à côté ? Marge Harrison du conseil d'administration de l'association caritative. Et si elle répandait des rumeurs au prochain gala ? Oh, vous avez entendu ? Le fils de Sharon mange comme un roi mais ne peut pas payer ses factures. Ouais, Ethan, c'était horrible, a pleurniché Jessica. J'ai dû supprimer toute ma story Instagram. L'engagement était incroyable, en plus. Maintenant mon image est ruinée parce que tes cartes de crédit sont fausses ou je ne sais quoi. Et tu t'es fait choper avec une montre de contrefaçon. Burke, trop la honte. Taisez-vous toutes les deux. Le rugissement d'Ethan a rempli la voiture, faisant grésiller le haut-parleur de mon téléphone. Il y eut un coup sourd alors qu'il frappait du poing contre le volant. Sa respiration était lourde et saccadée. « Vous croyez que je ne suis pas en train de péter les plombs, là » a-t-il hurlé de frustration. « Je ne comprends pas pourquoi toutes mes cartes ont été bloquées d'un coup. Elles fonctionnaient ce matin quand j'ai pris de l'essence. Ça doit être un sabotage. Quelqu'un est jaloux de notre succès. » Soudain, le téléphone d'Ethan a sonné. Ce n'était pas une sonnerie habituelle, mais une sonnerie spécifique qu'il utilisait pour les appels professionnels de haute priorité. Monsieur Coleman. Allô ? La voix d'Ethan est instantanément devenue mielleuse et obséquieuse. Bonsoir, monsieur. Quelle surprise de vous entendre si tard. De bonnes nouvelles concernant le financement de la série B ? J'écoutais attentivement. Monsieur Coleman était l'un des principaux investisseurs dans la start-up d'Ethan. Bien sûr, Monsieur Coleman était aussi un associé de mon père qui avait investi sur ses ordres, et non parce qu'Ethan était un génie des affaires. La voix de Monsieur Coleman était faible, mais son ton était froid et décisif. Bonsoir, Ethan. Je vous appelle pour vous informer que nous retirons l'intégralité de notre engagement d'investissement, avec effet immédiat. L'avis officiel est déjà dans votre boîte mail. Quoi ? La voix d'Ethan a craqué. Mais pourquoi, monsieur ? Le projet est en cours. Nous avons besoin de ce financement pour les salaires du mois prochain. Si vous vous retirez, nous allons nous effondrer. Ce n'est plus mon problème. Un récent audit interne a révélé que votre entreprise présente un niveau de risque inacceptablement élevé. De plus, la recommandation de votre garant principal, Monsieur Epsi Davenport, a été annulée. Bonne nuit. La ligne a coupé. Allô ? Allô, Monsieur Coleman, a crié Ethan dans son téléphone silencieux. Qu'est-ce que c'était, Ethan ? Pourquoi l'investisseur s'est-il retiré ? A demandé Sharon frénétiquement. Et l'argent pour le paiement de mon hypothèque ? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était depuis son numéro de bureau. Quoi encore ? A-t-il aboyé dans le téléphone. Monsieur Williams, c'est un désastre. La voix hystérique de sa secrétaire était si forte que je pouvais l'entendre clairement. Le bureau est perquisitionné par le fisc et l'agence de location. Ils saisissent les ordinateurs et les serveurs. Ils disent qu'il y a des preuves d'évasion fiscale et 6 mois de loyer impayés sur l'immeuble. Où êtes-vous ? Ils vous demandent. Ils ont amené la police, monsieur. J'ai entendu le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé alors qu'Ethan écrasait les freins. Jessica et Sharon ont hurlé en étant projetés vers l'avant. Ethan, tu essaies de nous tuer, a hurlé Sharon, mais Ethan s'en moquait. Sa respiration ressemblait à celle d'un homme qu'on étrangle.
Qu'est-ce que vous avez dit? Le fisc? Le bail? Restez là. Ne les laissez rien prendre. Dites-leur que je suis le PDG, je prendrai mes responsabilités. Ils ont dit que vous n'étiez plus le PDG, monsieur, a sangloté sa secrétaire. Vous avez été démis de vos fonctions par l'actionnaire majoritaire il y a 10 minutes. Votre accès mail a été révoqué. Vous n'avez plus aucune autorité ici. Le téléphone a fait un bruit de ferraille en tombant de la main d'Ethan. Je l'ai entendu heurter la console centrale. Silence. Il n'y avait plus que le bruit de la pluie incessante contre le pare-brise et les respirations étouffées et haletantes d'Ethan, comme si l'oxygène à l'intérieur du spacieux Escalade s'était soudainement épuisé. Cela ne peut pas arriver, murmura Ethan, sa voix tremblant violemment. C'est un cauchemar. Il est impossible que tout s'effondre en une seule nuit. Ethan, dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Sharon secoua l'épaule de son fils. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu n'es plus le PDG? Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu ne m'as même pas encore envoyé mon allocation mensuelle. Maman, peux-tu juste te taire? Ethan explosa de nouveau, la voix étranglée par des larmes contenues. Nous sommes en faillite, maman. En faillite. Les investisseurs sont partis. Le bureau est saisi. Je suis licencié. Tout est fini. Nous n'avons plus rien. En faillite, hurla Jessica. Et mon voyage à Aspen la semaine prochaine? J'ai déjà promis à mes amis. Tu plaisantes, Ethan? Je ne peux pas annuler. Ce serait tellement humiliant. Tu t'inquiètes pour des vacances? Ethan rit, un son hystérique propre à quelqu'un qui a perdu la raison. Nous ne savons même pas ce que nous allons manger demain, Jess. Les cartes de crédit sont bloquées. Les comptes bancaires sont probablement gelés. Cette voiture est en leasing au nom de l'entreprise. Ils vont venir la reprendre d'une minute à l'autre. Je ferme les yeux, savourant cette symphonie de destruction. Comme leur vie était fragile. Ils avaient construit leur château sur le sable, comptant sur de l'argent et un pouvoir qui n'était pas les leurs, tout en piétinant la personne même qui leur fournissait tout cela. Soudain, Ethan marmonna pour lui-même comme quelqu'un sortant d'une transe. Attends, M. Coleman a dit que la recommandation du garant principal avait été annulée. Le garant était Monsieur Davenport. Un silence s'ensuivit. Le cerveau d'Ethan, émoussé par des années d'arrogance, commençait enfin à faire le lien. Davenport, chuchota Teil. Davenport Holdings. Olivia. Attends. De quoi parles-tu, Ethan? Demanda Sharon, confuse. Quel rapport cette pauvre orpheline d'Olivia a-t-elle avec le milliardaire Davenport? C'est juste une coïncidence. C'est un nom commun. Cela ne peut pas être une coïncidence, maman. La voix d'Ethan s'éleva de nouveau, cette fois remplie d'une terreur pure. Pendant tout ce temps, j'ai obtenu des projets faciles. Les permis étaient toujours approuvés. Le financement arrivait toujours. Je pensais que c'était parce que j'étais brillant. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, Olivia disait simplement « Je vais prier pour toi ». Et le lendemain, le problème était résolu. Son nom complet. C'est Olivia Davenport. C'était sur sa carte d'identité, mais je ne m'en suis jamais soucié parce que le nom semblait si banal. Tu veux dire? La voix de Jessica trembla. Notre Olivia fait partie de la famille Davenport? Ceux qui possèdent la moitié des gratte-ciel de cette ville? Ceux qui possèdent le centre commercial où nous étions tout à l'heure. Elle a dû le dire à son père. Ethan frappa de nouveau le volant du poing, cette fois avec un coup sourd et vain, empreint de regret et de peur. Aujourd'hui, je lui ai jeté $20. Je lui ai dit de prendre le bus sous la pluie battante juste après qu'elle ait donné naissance à un héritier Davenport. Nous sommes morts, siffla Sharon. Son ton arrogant avait disparu, remplacé par le murmure terrifié d'une vieille femme. Si elle est vraiment une Davenport, nous sommes finis. Ethan, ces gens sont puissants. Ils pourraient nous faire disparaître de cette ville sans laisser de traces. L'enregistrement audio captura les sanglots brisés de Sharon, bientôt rejoints par les pleurs craintifs de Jessica. Ethan restait silencieux, mais je pouvais imaginer son visage livide alors qu'il fixait les rues mouillées de New York. Il venait de réaliser qu'il avait jeté la mine d'or qui dormait à ses côtés. Il venait de réveiller un tigre endormi. J'éteignis l'application de traçage. C'était suffisant.
J'avais entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Ils étaient maintenant en route vers l'appartement, pensant qu'ils avaient au moins un toit pour la nuit. Quelle pitié! Ils n'avaient aucune idée que la surprise qui les attendait dans le hall serait bien plus douloureuse qu'une carte de crédit refusée. Des cartons remplis de leurs vêtements de créateurs les attendaient déjà. Ce soir, le ciel sombre de New York serait leur toit, et le vent froid de la nuit serait leur couverture de regret. Le bus de la MTA atteignit enfin mon arrêt. Je me levai lentement, portant mon bébé qui dormait paisiblement. La pluie s'était calmée pour devenir une légère bruine. Je descendis du bus le cœur ferme. Mes pas n'étaient plus douloureux ni hésitants. L'agonie physique semblait avoir disparu, remplacée par une force nouvelle. Je n'étais plus Olivia, la femme maltraitée. Ce soir, j'étais redevenue Olivia Davenport, et ce jeu était loin d'être terminé. Je m'adossai contre le siège passager luxueux de la Rolls-Royce Phantom que mon père avait envoyé pour me chercher. Le silence à l'intérieur de cette voiture était si profond et apaisant, un contraste saisissant avec la tempête d'émotions que je venais d'endurer dans le bus bondé de la MTA. Le chauffeur personnel de mon père, Daniel, naviguait dans le trafic détrempé de Manhattan avec une aisance expérimentée. Entre mes mains, une grande tablette affichait le flux en direct d'une caméra de sécurité. Oui, le jeu n'était pas terminé. Je ne voulais pas manquer une seule seconde de leur chute. Monsieur Harrison, avec son efficacité habituelle, avait déjà obtenu l'accès aux caméras de sécurité du hall de l'immeuble où Ethan et sa famille vivaient, un appartement dont le bail avait été payé par l'entreprise de mon père à l'insu d'Ethan. À travers l'écran haute résolution, j'étais la seule spectatrice de la télé-réalité la plus satisfaisante imaginable. La tablette montrait le hall opulent d'un immeuble de luxe à Midtown. Ses sols en marbre italien brillaient sous un immense lustre en cristal. Normalement, Ethan traverserait ce hall la tête haute, adressant un signe de tête arrogant au concierge comme s'il était le propriétaire des lieux, mais ce soir était différent. L'escalade noire d'Ethan s'arrêta devant les portes vitrées. Sur l'écran, je pouvais voir sa posture rigide alors qu'il sortait. Il n'entra pas directement mais fit une pause, se frottant le visage brusquement comme s'il rassemblait ses derniers restes de courage. La pluie légère avait collé sa chemise coûteuse, désormais froissée, à sa peau. Ma belle-mère, Sharon, sortit du côté passager. Son visage, habituellement éclatant grâce aux soins de spa coûteux, était maintenant bouffi et marqué par les larmes, son mascara coulant en filets noirs le long de ses joues. Jessica suivit, toujours collée à son téléphone, bloquant probablement le flot de commentaires haineux sur ses réseaux sociaux. Ils entrèrent dans le hall. J'augmentai le volume de ma tablette pour entendre l'audio du micro du bureau de réception. Ethan s'approcha de la barrière de sécurité automatisée qui séparait le hall public de la batterie d'ascenseurs privés. Il sortit son badge et le pressa contre le capteur. Bip. Le voyant clignota en rouge. Le tourniquet resta bloqué. Ethan fronça les sourcils. Il recommença, plus fort cette fois. Bip bip bip. Rouge encore. Zut alors, jura Ethan, sa voix résonnant dans le hall calme. Pourquoi chaque pièce de technologie conspire-t-elle contre moi aujourd'hui? Et maintenant, Ethan, demanda Sharon d'un ton las, s'affalant sur un canapé moelleux dans la zone d'attente. Je suis épuisé. Je veux juste une douche chaude et mon lit. Ne me dis pas que les ascenseurs sont en panne aussi. Ce n'est pas l'ascenseur, maman. Le badge ne fonctionne pas, dit Ethan, la voix teintée de panique. Il frotta le badge contre son pantalon comme pour essuyer une poussière imaginaire et réessaya. Toujours rien. Un garde de sécurité qui se tenait près de la porte s'approcha d'eux. C'était le même garde qui saluait toujours Ethan avec un signe de tête déférent, mais ce soir, son regard était froid et professionnel. Derrière lui, une silhouette familière apparut, Monsieur Henderson, le gestionnaire de l'immeuble. Bonsoir, Monsieur Williams, dit Monsieur Henderson d'un ton plat, dépourvu de sa chaleur sycophante habituelle. Bonsoir, Monsieur Henderson. C'est une bonne chose que vous soyez là, dit Ethan, forçant un sourire. Mon badge semble avoir un dysfonctionnement. Pourriez-vous nous ouvrir la barrière manuellement? Ma famille et moi sommes très fatigués. Monsieur Henderson ne bougea pas. Il croisa les bras sur sa poitrine, un signal clair de mauvaises nouvelles. Je crains que votre badge ne soit pas cassé, Monsieur Williams. Votre accès a été intentionnellement désactivé à partir de 20h ce soir. Ethan le fixa, hébété. Comment ça, désactivé? Je suis résident ici.
Je paie des frais de maintenance élevés chaque mois. C'est précisément le problème, monsieur, dit monsieur Henderson, sortant sa propre tablette et montrant l'écran à Ethan. Selon nos dossiers, votre unité, la 35B, a 6 mois de loyer impayé. Un garant couvrait les frais de retard, c'est pourquoi nous n'avions pas pris de mesures. Cependant, cet après-midi, nous avons reçu un avis officiel de ce garant Davenport Property Incorporated indiquant qu'ils annulent toutes les garanties et résilient le contrat de bail au nom d'Ethan Williams. Mon cœur rata un battement en entendant le nom de l'entreprise de mon père prononcé à haute voix. Je vis le visage d'Ethan se vider de ses couleurs. Ses jambes semblaient instables. Attendez, un instant, balbutia Ethan. 6 mois? Mais le loyer est toujours transféré automatiquement depuis le compte de ma femme. Ma femme s'occupe de tout ça. Je ne suis pas au courant de vos arrangements domestiques, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que les fonds n'ont pas été reçus et que le garant a résilié le contrat conformément à la politique de gestion. Lorsqu'un garant principal se retire pour rupture de contrat, l'unité doit être libérée immédiatement. Libérée, hurla Sharon, bondissant du canapé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Comment ça, vous nous jetez dehors au milieu de la nuit? Avez-vous une idée de qui est mon fils? C'est un PDG, un homme riche. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Henderson regarda Sharon avec une pitié condescendante. Madame, le statut de PDG de votre fils n'a aucune importance quand le loyer n'est pas payé. Et je suis au regret de vous dire que la procédure d'évacuation est déjà terminée. M. Henderson désigna un coin sombre du hall près de la sortie de secours. Il y avait environ 10 cartons des boîtes brunes usées portant les logos de marques de nouilles instantanées et d'eau en bouteille totalement déplacés dans le luxe 5 étoiles du hall. La pluie ne s'était pas arrêtée au moment où je suis arrivé au domaine de mes parents dans l'Upper East Side. Le manoir se dressait majestueusement sur tout un pâté de maisons, ses portes en fer forgé ornées de 3 mètres de haut séparant notre monde du chaos de New York. Des colonnes de marbre blanc soutenaient un grand portique, et une pelouse impeccablement tondue arborait une grande fontaine en son centre. Je suis entré par une porte latérale pour éviter d'attirer l'attention et je suis allé directement dans ma chambre d'enfant, que le personnel avait déjà préparée. La styliste et la maquilleuse personnelle de ma mère m'attendaient. « Oh, mademoiselle Olivia !» s'écria madame Gable, la gouvernante en chef qui avait aidé à m'élever, les yeux brillants de larmes en me voyant dans ma simple robe d'hôpital. « Allez-vous bien? Où est le bébé? Laissez-moi m'occuper de lui. » Le bébé va bien, Marie. Il est à la pouponnière avec sa nounou, répondis-je avec un léger sourire. Pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. Je dois être parfaite dans 30 minutes. En peu de temps, une transformation s'opéra. La robe unie et le gilet bon marché avaient disparu. Je portais maintenant une élégante robe en soie couleur champagne qui drapait gracieusement mon corps, tout en restant confortable pour mon état post-opératoire. Mes cheveux étaient coiffés en chignon, et mon visage, autrefois pâle, était maintenant rehaussé d'un maquillage subtil mais puissant qui dissimulait les cernes sous mes yeux et faisait ressortir une aura de classe que j'avais longtemps réprimée. Je contemplais mon reflet dans un grand miroir au cadre doré. Le personnage d'Olivia, la femme au foyer effacé, était mort. Se tenait ici Olivia Davenport, l'unique héritière d'un empire commercial redoutable. Quel est leur statut, Harrison? Demandai-je via l'interphone. Ils viennent d'être déposés par un taxi à la porte principale, mademoiselle, rapporta monsieur Harrison depuis le poste de sécurité. Un taxi, pas un Uber Black. Je souris sombrement. Un taxi jaune. Le trajet chaotique avait dû être une forme de torture en soi pour la sensibilité délicate de Jessica et l'ego démesuré de Sharon. Gardez-les à la porte. Laissez-les attendre dehors un moment. Laissez-les profiter de la nuit froide de New York tout comme je l'ai fait cet après-midi. Pendant ce temps, devant les portes colossales de ma famille, Ethan, Sharon et Jessica tremblaient de froid. Leurs vêtements étaient trempés. Jessica serrait son sac à main de créateur détrempé comme s'il s'agissait d'un canot de sauvetage, tandis que Sharon se plaignait sans cesse de son mal de dos causé par le trajet en taxi. La pile de cartons contenant leurs biens terrestres avait été laissée sur le trottoir, car le chauffeur de taxi avait refusé de les rentrer. « Es-tu sûr que c'est la bonne adresse ?» demanda Sharon, tendant le cou pour regarder les portes imposantes. « C'est un palais. Ce doit être la maison d'un sénateur ou quelque chose comme ça. Il est impossible qu'Olivia connaisse quelqu'un qui vit ici. Elle l'a probablement inventé. »« J'en suis sûr, maman, » répondit Ethan, les dents claquantes.
Juste après notre mariage, elle a laissé échapper une fois que sa tante travaillait comme femme de ménage au numéro 88 de cette rue. Elle a dit que si jamais nous avions des ennuis, nous pourrions venir ici pour demander de l'aide. Sa tante est femme de ménage? Ça ne m'étonne pas, ricana Jessica. Impossible que sa pauvre famille possède cet endroit. Ils vont probablement nous faire passer par l'entrée de service et nous donner des restes. Je m'en fiche, Jessica. Je mangerai des restes là tout de suite. Je meurs de faim, gémissait Sharon. Ethan appuya sur la sonnette à côté de la porte. Une caméra de sécurité pivota pour se focaliser sur leur visage. Oui, grésilla une voix rauque dans le haut-parleur. Bonsoir, monsieur, dit Ethan nerveusement. Nous sommes des parents d'Olivia. Est-elle ici? Il y eut une longue pause. Olivia? Je ne connais personne de ce nom. Peut-être qu'elle travaille ici ou vit ici? Ethan ne savait même plus comment m'appeler. Ils attendirent pendant 10 minutes qui leur semblèrent une éternité. Le vent de la nuit traversait leurs vêtements mouillés. Ils se tenaient comme des mendiants devant le château d'un roi, un miroir parfait de la façon dont ils m'avaient traité à l'arrêt de bus. Sauf que cette fois, il ne leur restait plus aucune dignité. Soudain, les massives portes de fer commencèrent à glisser avec un léger ronronnement hydraulique. Elle s'ouvre, s'écria Jessica avec espoir. Ils nous laissent entrer. Dieu merci, je ne sens plus mes pieds. Ils commencèrent à s'avancer, s'attendant à voir un majordome avec des serviettes chaudes, mais leurs espoirs furent anéantis lorsque les phares éclatants d'une voiture les éblouirent de l'intérieur de la propriété. Une magnifique voiture de luxe blanc nacré glissait vers la porte. Pas n'importe quelle voiture, c'était une Rolls-Royce Phantom, le symbole ultime de la richesse, quelque chose qu'Ethan ne pouvait même pas rêver de posséder. Ethan, Sharon et Jessica reculèrent instinctivement. Ils supposèrent que le propriétaire de la maison partait. Ethan. Ce doit être le propriétaire, chuchota Sharon avec excitation, essayant de remettre en place ses cheveux emmêlés. Faisons leur signe. Demandons de l'aide. Peut-être qu'ils auront pitié de nous. Ne nous affiche pas, maman, siffla Ethan. Mais il était trop tard. La voiture s'arrêta directement devant eux. La vitre arrière teintée descendit silencieusement. Tous les trois retinrent leur souffle, se préparant à arborer leurs expressions les plus pitoyables. Sharon était même prête à s'agenouiller. La vitre s'ouvrit complètement. Assise à l'intérieur se trouvait une jeune femme dans une robe élégante, le visage illuminé par l'éclairage intérieur doux de la voiture. Son regard était froid et perçant. Sur ses genoux, un tout petit bébé dormait paisiblement, enveloppé dans une couverture de soie. La bouche d'Ethan s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Jessica se couvrit la bouche des deux mains, étouffant un cri. Sharon recula en titubant, heurtant un pilier du portail, le visage aussi blanc qu'un fantôme. La femme dans la voiture de luxe tourna lentement la tête vers eux. Les coins de ses lèvres s'étirèrent en un sourire terrifiant et cynique. Olivia, siffla Ethan, sa voix n'étant plus qu'un murmure, perdu dans le bruit de la pluie. Je regardais mon futur ex-mari de ma position surélevée, scrutant sa chemise sale et mouillée, son pantalon éclaboussé de boue et son visage marqué par un désespoir total. Bonsoir, Ethan, le saluai-je, ma voix douce mais aussi tranchante qu'un rasoir. Que fais-tu devant ma maison si tard dans la nuit? N'étais-tu pas occupé à savourer un dîner au steak? Ta maison, balbutia Sharon. Ses jambes lâchèrent et l'instant d'après, la femme perpétuellement arrogante s'effondra sur l'asphalte mouillé. Elle ne s'était pas évanouie, elle était simplement trop choquée pour tenir debout. Oui, Sharon. La maison de mes parents. La maison dans laquelle j'ai grandi avant de commettre la plus grande erreur de ma vie, épouser ton fils, répondis-je calmement. Olivia, chérie. Ethan tenta de s'approcher de la voiture, la main tremblante alors qu'il cherchait la poignée de la portière. Tout ceci est un malentendu. Je peux expliquer. Je ne savais pas. S'il te plaît, pardonne-moi, Liv. Daniel, mon chauffeur, donna un coup de klaxon bref et sec, faisant sursauter Ethan. Ne touche pas à ma voiture avec tes mains sales, Ethan, dis-je froidement. Tu pourrais abîmer la peinture coûteuse, ou les sièges en cuir pourraient commencer à sentir le renfermer. Tu te souviens de ce que tu as dit cet après-midi? Ces mots frappèrent Ethan plus fort que n'importe quel coup physique.
Il se souvint de ses paroles exactes alors qu'il me chassait de son escalade. Son visage s'empourpra d'une onde bien trop tardive. Olivia, s'il te plaît, Jessica commença à pleurer, cette fois avec une peur véritable. Nous n'avons nulle part où aller, Liv. Nous avons été expulsés. La voiture a été saisie. Nous mourrons de faim. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Nous sommes une famille, non? Une famille? Je ris doucement. Quel genre de famille laisse son neveu nouveau-né dehors sous la pluie à un arrêt de bus? Quel genre de famille se moque de sa belle-sœur sur les réseaux sociaux? Je regardais Daniel. Roule, Daniel. L'air ici commence à sentir les ordures. Bien, mademoiselle. La vitre commença à remonter. Attends, Olivia. Ne nous laisse pas. Olivia, hurla Ethan de manière hystérique, essayant de poursuivre la voiture alors qu'elle commençait à bouger. Il courut quelques pas, puis glissa sur la chaussée glissante et tomba face contre terre sur l'asphalte. Je ne regardais pas en arrière. À travers la vitre désormais fermée, je vis 3 silhouettes s'amenuiser dans le rétroviseur latéral, 3 personnes trempées, froides et brisées devant un palais dont les portes leur étaient désormais fermées pour toujours. Ce soir, je dormirai dans mon lit chaud et confortable. Quant à eux, qu'ils apprennent que le karma ne se trompe jamais d'adresse. Je ne les ai pas fait attendre dehors comme des mendiants bien longtemps, non par pitié, mais parce qu'il restait un dernier acte à jouer devant mon père. Sur mon ordre via l'interphone, la sécurité ouvrit un petit portail latéral, pas la grande entrée principale, et fit entrer Ethan, Sharon et Jessica sur le terrain du domaine. J'attendais dans le grand salon. Cette pièce était le cœur de l'opulence du manoir Davenport. Le plafond de 6 mètres de haut était orné d'une fresque européenne classique. Un lustre en cristal Swarovski d'une demi-tonne pendait au centre, jetant une lueur dorée à travers la pièce. Le sol en marbre de Carrare était frais et majestueux sous nos pieds. J'étais assise sur un fauteuil en velours bordeaux, les jambes croisées avec élégance, tenant une tasse fumante de tisane à la camomille. À côté de moi se tenait mon père, Monsieur Davenport, l'homme qu'Ethan n'avait connu que comme un lointain associé d'affaires et un mystérieux garant. Mon père portait un pyjama en soie et une robe de chambre, mais il dégageait plus de puissance que lorsqu'il était en costume complet. Les portes du salon s'ouvrirent. 3 silhouettes trempées, grelottantes et sales entrèrent avec hésitation. Ils semblaient minuscules dans cette pièce magnifique. L'eau de pluie dégoulinait de leurs vêtements, tachant le sol en marbre blanc qui valait probablement plus que les revenus de toute une vie pour Ethan. Ne vous asseyez pas. La voix de mon père résonna, basse et tranchante, alors qu'il voyait Sharon sur le point de poser son corps mouillé sur un canapé en cuir italien de couleur crème. Ce canapé coûte 200 000 $. Je ne veux pas que votre crasse le gâche. Sharon se figea, à moitié accroupie, puis se redressa, tremblante. Son visage était livide, ses lèvres bleues de froid. Jessica se tenait derrière sa mère, se serrant les bras, ses yeux parcourant la pièce dans un mélange d'admiration et de terreur. Ethan fit un pas en avant, les yeux rouges, ses cheveux plats collés à son front. Il me regarda, puis regarda mon père. La voix d'Ethan était brisée. Alors, c'est vrai. Vous êtes le père d'Olivia. Mon père, coupai-je brusquement, est le propriétaire de l'entreprise qui vous nourrit, toi, ta mère et ta sœur, depuis 2 ans. Les jambes d'Ethan se dérobèrent. Il tomba à genoux sur le sol dur. La réalité le frappa avec la force d'un coup physique. L'homme qu'il avait tenu pour acquis, qu'il pensait n'être qu'une relation de sa femme, était en fait le roi derrière toute son existence confortable. Je suis tellement désolé, monsieur, balbutia Ethan, ses larmes se mélangeant à l'eau de pluie sur son visage. Je ne savais sincèrement pas. Je le jure, monsieur. Si j'avais su qu'Olivia était votre fille, je n'aurais jamais et tu n'aurais jamais quoi, coupai-je froidement, posant ma tasse de thé avec un léger tintement qui résonna dans la pièce silencieuse. Jamais traité comme une moins que rien. Jamais trompé? Ou jamais dit de prendre le bus juste après m'être fait ouvrir le ventre? Ethan me regarda avec un regard suppliant et dégoûtant. Liv, chérie, j'ai fait une erreur. J'étais juste sous le coup de l'émotion, stressé par les affaires. Tu sais que je t'aime. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Liv, souviens-toi de nos bons moments. Quels bons moments, Ethan, demandai-je d'un ton plat. La fois où tu as insulté ma cuisine? La fois où ta mère a jeté mes vêtements parce qu'elle les trouvait trop provinciaux?
Ou la fois où ta sœur a volé l'argent des courses pour s'acheter des produits de beauté? Jessica tressaillit en entendant son nom. Liv, je n'ai pas voulu ou vous allez vous taire, aboya mon père d'une voix si autoritaire que Jessica se tut immédiatement et baissa les yeux vers le sol. Mon père s'avança pour dominer Ethan agenouillé. Il lança un dossier épais devant lui. Son contenu s'éparpilla, relevé de virements bancaires, copies de titres de propriété, relevés de cartes de crédit. 2 ans, siffla mon père. Pendant 2 ans, je suis resté là à vous regarder asservir ma fille unique. Je t'ai donné le capital de départ. Je t'ai donné un appartement, une voiture, des relations. J'espérais qu'avec tous ces avantages, tu chérirais ma fille. Mais qu'as-tu fait en retour? Tu es devenu un parasite arrogant. Sharon, qui était dans un état de choc, éclata soudainement en sanglots bruyants. Réalisant que son monde s'était écroulé, son instinct de survie prit le dessus et elle fit la chose la plus humiliante possible, elle rampa vers mes pieds. Olivia, chère Olivia. Sharon essaya d'attraper l'ourlet de ma robe avec ses mains mouillées. Je retirai ma jambe avec dégoût. Je suis tellement désolé, ma chère. J'ai eu tort. Je promets que je vais changer. Je te masserai les pieds tous les jours. Je m'occuperai de mon petit-fils. Oui, mon petit-fils. Où est-il? Grand-mère veut voir son petit-fils. En entendant le mot « petit-fils », Ethan sembla retrouver une lueur d'espoir. Il leva les yeux, le visage désespéré. Oui, Olivia, notre fils. Il a besoin de son père. Tu ne peux pas l'élever seul sans figure paternelle. Pour le bien de notre fils, Liv, laisse-nous rester ici. Je serai ton chauffeur, ton jardinier, n'importe quoi juste pour être près de mon fils. Je les regardais tous les trois humains pathétiques qui, quelques heures plus tôt, riaient de ma souffrance dans un restaurant de luxe, mendiant maintenant comme des chiens errants pris dans une tempête. Je me levai lentement et marchai vers Ethan. Notre fils, répétai-je à voix basse. Je me penchai légèrement, le regardant directement dans les yeux. Quand je le tenais sous la pluie battante à cet arrêt de bus, qu'est-ce que tu considérais qu'il était alors, Ethan? Un déchet? Ethan restait silencieux, sa langue semblant de plomb dans sa bouche. Tu as dit que les sièges en cuir de ta voiture avaient plus de valeur que ton fils nouveau-né. Tu as dit que mon fils et moi sentions le sang. Tu m'as jeté un billet de 20 $ au visage devant tout le monde. Ma voix commença à trembler sous l'émotion contenue, mais je ne pleurais pas. Mes larmes étaient taries. Maintenant que tu sais qu'il est le petit-fils d'un milliardaire, l'unique héritier de la fortune d'Avenport, maintenant tu l'appelles ton fils. Maintenant tu l'appelles ton petit-fils. Je me redressai, les regardant de haut avec un regard qui pourrait glacer l'enfer. Vous n'êtes pas notre famille. Mon fils n'a pas un père comme toi, ni une grand-mère méchante comme ta mère. M. Harrison. Le chef de notre sécurité apparut instantanément par une porte latérale, suivi de 4 gardes costauds. Oui, mademoiselle Olivia. Escortez-les dehors, ordonnai-je fermement. Et assurez-vous qu'ils ne prennent rien de cette propriété, pas même un grain de poussière. S'ils s'approchent un jour à moins de 100 mètres de ce domaine, signalez-les à la police pour violation de domicile et harcèlement. Compris, mademoiselle. Olivia. Non, Olivia, hurla Sharon de manière hystérique alors que 2 gardes la remettaient sur ses pieds. Jessica pleurait de terreur alors qu'on l'entraînait. Ethan tenta de résister, s'accrochant au pied d'une table, mais les gardes étaient bien plus forts. Il fut traîné sur le sol de marbre, laissant une trace sale et mouillée derrière lui. Olivia, je suis ton mari. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la violence domestique. Je vais te poursuivre en justice, hurlait Ethan, délirant. Mon père rit cyniquement. Vas-y, poursuis-nous. Mes avocats seraient ravis de te poursuivre en retour jusqu'à l'oubli. Ah, c'est vrai. Tu es fauché. Leurs cris et leurs pleurs s'estompèrent au loin, puis disparurent complètement lorsque les portes d'entrée furent fermées et verrouillées. Le silence revint dans la grande pièce. Je lâchai un long et lent soupir. Le poids lourd sur ma poitrine semblait s'être levé et avoir été jeté dehors avec eux. Mon père s'approcha et passa un bras chaleureux autour de mes épaules. Tu as été magnifique, ma chérie, murmura-t-il. Pardonne-moi de t'avoir laissé souffrir si longtemps. C'est fini maintenant. Je posai ma tête sur l'épaule de mon père. Ce n'est pas fini, papa. C'est juste le début de ma nouvelle vie.
le début de la vie de la vraie Olivia. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, je dormis profondément, libéré de l'anxiété, des insultes et d'Ethan. 3 ans plus tard, New York était toujours la même, encombrée, étouffante et remplie d'ambitions contradictoires. Ma position y était pourtant totalement différente. Je n'observais plus la ville par la fenêtre d'un bus bondé de la MTA, mais depuis l'arrière d'une Bentley Mulsanne glissant doucement sur Park Avenue. Sur mes genoux, mon fils Evan, maintenant un petit garçon brillant de 3 ans, s'occupait avec un robot jouet coûteux. Il était en bonne santé, intelligent et beau. Heureusement, il avait les yeux de mon père, pas les yeux de ce traître. « Maman, regarde. Maman est sur la grande télé », s'exclama Evan, pointant son petit doigt vers la fenêtre. Je regardais là où il montrait. Nous étions arrêtés à un feu rouge près de Times Square. Là, sur l'un des écrans géants numériques, passait un extrait d'une interview exclusive de Forbes. Mon visage s'affichait sur l'écran, souriant avec confiance sous le titre « Olivia Davenport, femme de l'année des cendres au sommet de l'immobilier asiatique américain ». Dans le clip, je parlais de la branche philanthropique de ma nouvelle entreprise, qui fournissait une aide juridique et un capital de départ aux femmes victimes de violences domestiques. Je souris à cette vue. Au cours des 3 dernières années, j'avais travaillé sans relâche pour prouver que j'étais plus qu'une héritière, mais une dirigeante capable de multiplier la fortune de notre famille. Puis mes yeux captèrent autre chose au pied de ce panneau publicitaire massif, un contraste si net qu'il semblait orchestré par le destin lui-même. Sur le trottoir, parmi un groupe de livreurs Uber Eats attendant des commandes, une silhouette se distinguait. Il était assis sur un scooter déglingué, l'un des rétroviseurs cassés. Sa veste de livraison verte était délavée, sale et trop grande pour sa carcasse désormais squelettique. Son visage était couvert de poussière de rue, sa peau tannée et parcheminée par le soleil, et ses cheveux, qu'il coiffait autrefois méticuleusement avec de la pommade coûteuse, étaient maintenant emmêlés et grisonnaient prématurément, bien qu'il n'ait qu'une trentaine d'années. C'était Ethan. Il ne regardait pas son téléphone pour sa prochaine livraison. Il fixait le panneau publicitaire géant, le regard vide, la bouche légèrement bée. Une cigarette bon marché pendait de ses doigts rugueux et noircis. Même à cette distance, je pouvais voir clairement l'expression de son visage. Ce n'était ni de la colère, ni de la haine. C'était un regard de regret profond et abyssal, le regard d'un homme qui réalise qu'il a tenu un jour un diamant dans sa main et qu'il l'a jeté dans le caniveau pour ramasser un caillou. Je vis ses lèvres bouger comme s'il murmurait mon nom. Ses yeux semblaient vitreux. Il les essuya avec la manche sale de sa veste. Peut-être se souvenait-il du passé. Peut-être se souvenait-il d'être assis dans ce restaurant luxueux, se moquant de moi. Maintenant, j'étais au sommet du monde alors qu'il se battait contre l'asphalte brûlant juste pour se payer un repas médiocre. Les nouvelles que je recevais occasionnellement de M. Harrison confirmaient que leur vie était en ruine. Sharon avait fait un léger AVC après avoir été expulsée d'un minuscule appartement de location pour impayé, et passait désormais ses journées sur un matelas fin dans un projet de logement social à la périphérie de la ville. Jessica s'était mariée avec un voyou local après être tombée enceinte et était maintenant piégée dans le même cycle de violence qu'elle avait autrefois encouragé son frère à perpétrer contre moi. Et Ethan, la colonne vertébrale fragile de la famille, se noyait sous les dettes de microcrédit, esclave de l'économie à la tâche sans aucun avenir. « Maman, pourquoi ce monsieur pleure-t-il » demanda innocemment Evan, suivant mon regard. Je détournai les yeux d'Ethan pour regarder mon fils, lui caressant doucement les cheveux. « Il ne pleure pas, mon cœur. Il a juste reçu de la poussière dans l'œil. La poussière d'un passé qu'il a construit lui-même. » Le feu passa au vert. « Allons-y, Daniel », indiquai-je au chauffeur. Ma voiture avança doucement, laissant derrière elle Times Square, le panneau publicitaire et Ethan toujours figé, fixant le visage de l'ex-femme qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Je ne ressentais aucune pitié. Cette émotion était morte depuis longtemps. Tout ce qui restait était un sentiment de paix. La justice avait été rendue, non pas avec une épée, mais par le succès. Et c'était la plus douce des revanches.